En pleine Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a développé une arme révolutionnaire, le Sturmgewehr 44, le premier fusil d'assaut fonctionnel de l'histoire. Avec une technologie des décennies en avance sur son temps, il combinait précision, portée et puissance de feu automatique dans une seule arme portable. Mais pourquoi cette innovation militaire n'a-t-elle pas réussi à changer le destin du Reich ? L'année 1941. Sur le front de l'Est, les soldats allemands font face à une réalité brutale. Leurs carabines Karabiner 98K, héritées de la Première Guerre mondiale, sont précises jusqu'à 800 mètres, mais leur cadence de tir manuelle les rend inefficaces dans les combats rapprochés. Les mitraillettes MP40, elles, offrent un tir automatique redoutable à courte distance, mais leur portée ne dépasse pas 100 à 150 mètres. Entre ces deux extrêmes, il existe un vide tactique mortel. Les statistiques de combat révèlent une donnée surprenante. Plus de 90% des engagements d'infanterie se déroulent à des distances inférieures à 400 mètres. Les soldats ont besoin d'une arme capable de tirer en rafale à moyenne portée, quelque chose qui n'existe pas encore. Au RS-Waffenamt, le bureau d'armement de l'armée allemande, les ingénieurs analysent ces rapports du front. Ils comprennent qu'une nouvelle catégorie d'armes doit être créée. C'est dans ce contexte que Hugo Schmeisser, ingénieur chez Karl Walter, commence à travailler sur un projet secret. L'idée est audacieuse. Développer une cartouche intermédiaire, plus puissante qu'un pistolet, mais moins que les munitions de carabine standard. La 7.92 mm x 33 courses naît de cette réflexion. Cette munition permet de réduire le recul, d'augmenter la capacité du chargeur et de maintenir une précision acceptable jusqu'à 300 mètres. Entre 1940 et 1942, deux prototypes émergent en compétition. Le Machine Carabine 42H de Hanel et le MKB 42W de Walter. Les deux armes utilisent la nouvelle cartouche intermédiaire et offrent un mode de tir sélectif, permettant aux soldats de choisir entre tir coup par coup et tir automatique. Les essais sur le terrain commencent discrètement fin 1942, dans les conditions glaciales de Russie. Les soldats qui testent l'arme sont immédiatement conquis. Le MKB-42H de Hanel se distingue par sa fiabilité supérieure dans des conditions extrêmes. Son système à emprunt de gaz avec piston permet à l'arme de fonctionner même couverte de boue ou de neige. Les rapports du front sont unanimes. Cette arme change tout. Un soldat équipé du MKB-42 possède la puissance de feu de 3 hommes armés de carabines standards. Mais à Berlin, un obstacle majeur se dresse. Adolf Hitler lui-même. Le Führer, obsédé par les armes de longue portée et convaincu que la doctrine militaire allemande doit privilégier la précision à distance, refuse catégoriquement de détourner des ressources vers ce qu'il considère comme une arme de défense. Pour lui, l'Allemagne doit attaquer, conquérir, et cela nécessite des carabines puissantes, pas des armes intermédiaires. Cette opposition idéologique menace de tuer le projet dans l'œuf. Si vous trouvez cette histoire fascinante, commentez Sturmgewehr ci-dessous et abonnez-vous à l'énigme militaire pour découvrir comment cette arme a défié les ordres directs d'Hitler. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Face au refus catégorique d'Hitler, les ingénieurs et les généraux favorables au projet élaborent une stratégie de contournement audacieuse. Si le Führer s'oppose à une nouvelle carabine, pourquoi ne pas présenter l'arme comme une simple amélioration d'une mitraillette existante ? En 1943, le Machine Carabine 43 est subtilement renommé Machine Pistol 43 ou MP43. Le changement de nomenclature est stratégique. Machine Pistol suggère qu'il s'agit d'une évolution de la MP40, une arme déjà approuvée. Cette manipulation bureaucratique permet de contourner l'interdiction d'Hitler sans le défier ouvertement. Le général Heinz Guderian, commandant des troupes blindées, et Albert Speer, ministre de l'Armement, soutiennent discrètement le projet. Ils autorisent la production de séries limitées destinées à des tests de terrain. En réalité, ces tests consistent à équiper des unités entières sur le front de l'Est où le besoin d'une telle arme est le plus criant. Au printemps 1943, plusieurs bataillons de la Wehrmacht reçoivent le MKB-42.
Les résultats sont spectaculaires. À Koursk, lors de la plus grande bataille de chars de l'histoire, les fantassins allemands équipés de cette nouvelle arme démontrent une capacité de suppression supérieure contre l'infanterie soviétique. Avec des chargeurs de 30 coups et une cadence de 500 à 600 coups par minute, un seul tireur peut contrôler un large secteur. Les rapports affluent vers Berlin. Des commandants de compagnie décrivent comment le MKB-42 permet à leurs hommes de repousser des assauts numériquement supérieurs. Dans les combats urbains de Stalingrad et plus tard à Varsovie, l'arme excelle dans les engagements à courte et moyenne portée. Sa longueur totale de 940 mm, avec crosse déployée, la rend plus maniable que le long Kar 98K dans les espaces confinés. Le canon de 419 mm offre une vélocité de balle de 695 mètres par seconde, suffisante pour percer les équipements soviétiques standards. Mais maintenir cette supercie n'est pas sans risque. Chaque mois, des milliers d'unités sont produites dans les usines de Hanel à Sul, en Thuringe. La consommation de ressources, notamment d'acier spécialisé et de machines-outils, attire progressivement l'attention. Des officiers loyaux à Hitler commencent à poser des questions sur ce mystérieux MP-43 qui ne ressemble à ni rang à une mitraillette traditionnelle. En mars 1944, Hitler découvre la supercie. Furieux d'avoir été trompé, il ordonne l'arrêt immédiat de la production. Pendant plusieurs semaines, les usines cessent de fabriquer l'arme. C'est un moment critique. Sur le front, les soldats qui ont goûté à la supériorité tactique du MKB-42 envoient des pétitions réclamant le retour de leur arme. Les généraux pressionnent. Heinz Guderian présente personnellement à Hitler des rapports combats détaillés, des statistiques irréfutables sur l'efficacité de l'arme. Juillet 1944. L'Allemagne est assiégée de toutes parts. À l'ouest, les Alliés viennent de débarquer en Normandie et progressent vers Paris. À l'est, l'armée rouge lance l'opération Bagration, détruisant le groupe d'armées centre et tuant ou capturant plus de 400 000 soldats allemands. Dans ce contexte désespéré, Hitler convoque une réunion avec ses conseillers militaires pour discuter de l'armement. Les chiffres présentés sont sans appel. Les unités équipées du MP-43 affichent un taux de survie supérieur de 30% dans les combats défensifs. Leur capacité à infliger des pertes est multipliée par 2 par rapport aux unités armées conventionnellement. Face à l'évidence, Hitler cède finalement. Mais plutôt que d'admettre son erreur, il transforme son revirement en décision personnelle glorieuse. C'est lui qui rebaptise l'arme Sturmgewehr 44, littéralement fusil d'assaut 44. Le terme Sturmgewehr est soigneusement choisi. Sturm évoque l'offensive, l'assaut, des concepts qui correspondent à la vision militaire d'Hitler. En donnant ce nom, le Führer s'approprie l'innovation et efface la période de désobéissance. Le 6 juillet 1944, l'ordre officiel est transmis, la production du STG-44 doit être maximisée. Les usines de ANL reçoivent la priorité sur les matériaux. D'autres fabricants, comme Mauser et Herma, sont réquisitionnés pour augmenter la production. Entre juillet et décembre 1944, environ 55 000 STG-44 sortent des chaînes de production chaque mois. L'arme pèse 5,22 kg à vide, légèrement plus lourde que le K98K, mais sa polyvalence compense ce poids supplémentaire. Les soldats allemands apprécient particulièrement son sélecteur de tir situé sur le côté gauche, facilement accessible au pouce. En mode semi-automatique, l'arme offre une précision comparable à une carabine jusqu'à 300 mètres. En mode automatique, elle délivre une puissance de feu dévastatrice. Les soldats allemands découvrent rapidement un détail fascinant. Contrairement aux mitraillettes, le STG-44 peut être équipé d'un viseur télescopique ZF4, transformant l'arme en fusil de tireur d'élite improvisé. Cette polyvalence est unique pour l'époque. Sur le terrain, le STG-44 fait des merveilles dans des contextes spécifiques. Dans les Ardennes, lors de l'offensive de décembre 1944, les Fallschirmjäger, équipés de STG-44, surprennent les troupes américaines par leur puissance de feu. Dans les décombres de Budapest, assiégés par les soviétiques, les défenseurs hongrois et allemands utilisent l'arme pour contrôler les rues étroites. Chaque STG-44 distribué semble valoir son pesant d'or tactique. Mais la réalité logistique rattrape rapidement l'enthousiasme. Produire le STG-44 nécessite 14 heures de travail qualifié par unité et 4,5 kg d'acier spécialisé. Chaque arme coûte environ 70 Reichsmarks à fabriquer, soit le double d'un K98K.
Plus problématique encore, la munition 7,92 x 33 Kurz n'est produite que dans quelques usines spécialisées, créant des goulots d'entranglement dans l'approvisionnement. Les chiffres racontent une histoire impitoyable. Entre 1943 et la fin de la guerre en mai 1945, l'Allemagne parvient à produire 425 977 unités du STG-44. Ce nombre, impressionnant en apparence, doit être mis en perspective. La Wehrmacht compte plus de 10 millions de soldats à son apogée et environ 12 millions de carabines K98K sont en service. Équiper ne serait-ce que 10% de l'armée avec le STG-44 aurait nécessité plus d'1 million d'unités. Un objectif impossible dans les conditions de 1944-1945. L'industrie allemande s'effondre sous les bombardements alliés. Les raids de la Royal Air Force sur les villes industrielles détruisent des usines entières. En février 1945, Dresde est anéantie. Les bombardiers américains ciblent systématiquement les centres de production d'armement. L'usine de Sul, principal site de fabrication du STG-44, subit plusieurs attaques qui ralentissent considérablement la production. Les ouvriers qualifiés sont soit mobilisés au front, soit tués dans les bombardements. Le problème logistique de la munition devient critique. La 7,92 x 33 Kurz nécessite une chaîne de production spécifique, incompatible avec les installations existantes produisant la 7,92 x 57 mm Mauser standard. Alors que l'industrie allemande crache des millions de cartouches Mauser par jour, la production de munitions Kurz stagne à quelques centaines de milliers par jour. Des unités entières reçoivent des STG-44 sans munitions suffisantes pour les utiliser efficacement. Sur le terrain, la situation devient absurde. Un soldat peut posséder le fusil d'assaut le plus avancé de l'histoire, mais si son unité ne dispose que de 60 cartouches par arme, au lieu des 180 recommandées, l'avantage tactique s'évanouit. Des officiers rapportent des cas où des soldats équipés de STG-44 récupèrent des K98K sur des cadavres simplement parce qu'ils ont davantage de munitions disponibles. L'innovation technologique se heurte à la réalité de la logistique militaire. La formation pose également problème. Le STG-44, avec son système à emprunt de gaz et son mécanisme de tir sélectif, requiert un entretien plus complexe que le simple K98K à verrou. Les soldats doivent apprendre à démonter l'arme, nettoyer le piston à gaz, gérer la culasse mobile. En 1944, l'armée allemande manque de temps et de ressources pour former correctement des millions d'hommes. De nombreux STG-44 tombent en panne sur le front, faute d'entretien approprié. Au-delà des aspects techniques, la situation stratégique est déjà désespérée. En juin 1944, l'Allemagne combat sur 3 fronts majeurs. L'Ouest après le débarquement, l'Est face à l'offensive soviétique massive et l'Italie où les Alliés progressent vers le Nord. Aucune arme, aussi révolutionnaire soit-elle, ne peut compenser l'infériorité numérique écrasante, la perte de la supériorité aérienne et l'écroulement de l'économie de guerre. Le STG-44 arrive à un moment où l'Allemagne a déjà perdu la guerre, même si les combats continueront encore 11 mois. Il existe aussi une résistance institutionnelle. De nombreux officiers conservateurs, formés dans la tradition prussienne, considèrent que la précision à longue distance est l'essence du combat d'infanterie. Pour eux, le STG-44 encourage le gaspillage de munitions et le tir inapproprié. Cette mentalité ralentit la distribution de l'arme aux unités de première ligne. Des bataillons reçoivent des STG-44, mais les commandants préfèrent garder leurs hommes équipés de K98K par pur conservatisme. Le 2 mai 1945, Berlin tombe. L'Allemagne capitule une semaine plus tard. Dans les décombres du Reich, les Alliés et les Soviétiques récupèrent des milliers de STG-44. L'armée rouge, en particulier, étudie méticuleusement cette arme. Les ingénieurs soviétiques démontent chaque exemplaire, analysent le système à empreinte gaz, examinent la cartouche intermédiaire. Ces études ne sont pas anodines, elles influenceront directement le développement du fusil d'assaut le plus produit de l'histoire. En 1947, Mikhail Kalachnikov présente son AK-47, l'automate Kalachnikova. Bien que différent dans sa conception interne, l'AK-47 partage la philosophie fondamentale du STG-44, une cartouche intermédiaire, le 7.62-39 mm, un tir sélectif et une conception robuste adaptée au combat moderne. Kalachnikov lui-même reconnaîtra plus tard avoir examiné des STG-44 capturés. Le concept de fusil d'assaut, inventé par les Allemands, devient ainsi la norme pour l'armement d'infanterie du XXe siècle. Les États-Unis, initialement sceptiques, finissent par adopter la même logique.
Le M16, développé dans les années 60, utilise également une cartouche intermédiaire, le 5.56 45 mm NATO. Aujourd'hui, pratiquement toutes les armées du monde équipent leur infanterie de fusils d'assaut dérivés directement du concept pionnier du STG-44. Des estimations suggèrent que plus de 100 millions de fusils d'assaut de type AK ont été produits depuis 1947, tous héritiers conceptuels du Sturmgewehr allemand. Mais qu'est-il advenu des STG-44 originaux après la guerre? La République démocratique allemande, Allemagne de l'Est, conserve des stocks et continue à utiliser l'arme jusqu'aux années 60 pour équiper certaines unités. La Yougoslavie reçoit plusieurs milliers d'exemplaires et les utilise durant les conflits balkaniques. De manière surprenante, des STG-44 réapparaissent en Syrie dans les années 2010, utilisés par diverses factions durant la guerre civile, témoignant de la robustesse de cette conception vieille de 70 ans. Pour les collectionneurs et historiens militaires, le STG-44 reste un objet de fascination. Un exemplaire en bon état peut atteindre 30 000 à 50 000 $ aux enchères. Les musées militaires du monde entier exposent fièrement cette arme comme le chaînon manquant entre les carabines de la Première Guerre mondiale et les fusils d'assaut modernes. C'est le symbole d'une innovation technologique qui a survécu à l'effondrement du régime qui l'a créé. L'ironie historique est frappante. Le STG-44 n'a pas sauvé le Troisième Reich, mais il a révolutionné l'armement mondial pour les 80 années suivantes. Cette arme démontre une vérité fondamentale sur la guerre moderne. La technologie seule ne gagne pas les conflits. La stratégie, la logistique, les ressources économiques et finalement la volonté politique déterminent l'issue des guerres. Une arme révolutionnaire introduite trop tard, en quantité insuffisante, ne peut inverser une situation stratégique désastreuse. En 1944, alors que les STG-44 sortaient des usines, l'Allemagne manquait de carburant pour ses chars, de pilotes formés pour ses avions et de divisions pour défendre ses frontières. Le fusil d'assaut le plus avancé du monde ne pouvait compenser l'épuisement total d'un pays ravagé par 5 années de guerre totale. C'est cette leçon que le STG-44 enseigne. L'innovation doit arriver au bon moment, dans le bon contexte, avec les ressources nécessaires pour être déployée efficacement. Maintenant que vous connaissez l'histoire fascinante du STG-44, quelle est votre opinion sur cette arme révolutionnaire? Pensez-vous qu'elle aurait pu changer le cours de la guerre si elle avait été introduite plus tôt? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ce documentaire, n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les mystères militaires de l'histoire. Likez cette vidéo et découvrez notre prochain documentaire sur les technologies secrètes de la Seconde Guerre mondiale.